transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine ? Comment les vit-on au quotidien, ces changements de pratiques, d'habitudes ? Quels sont nos choix, nos difficultés ? Et qu'est-ce qu'on arrive à changer ? Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et des Néo-Aquitains qui font, à leur façon, la transition écologique. Dans cet épisode, les circuits courts. On en a tous entendu parler ou peut-être déjà acheté. Mais précisément, c'est quoi un produit qui vient d'un circuit court ? Où peut-on les trouver et surtout, pourquoi privilégier ce mode de consommation ? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés dans les Deux-Sèvres, au nord de la Nouvelle-Aquitaine, rencontrer ceux qui font, qui produisent et qui vendent en circuit court. Je suis Stéphanie Prestavoine, animatrice au CIVAM du Haut-Bocage à Mauléon et j'accompagne les paysans et paysannes en circuit court et en lien à leur territoire. Le CIVAM, c'est une structure associative qui est présente partout en France. CIVAM s'écrit CIVAM pour Centre d'initiative et d'accompagnement de l'agriculture et du milieu rural. Stéphanie Prestavoine nous explique la définition d'un circuit court. C'est une question d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. La définition officielle transmet qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire maximum. Donc soit c'est de la vente directe, donc là il y a 0 intermédiaire, le producteur vend directement au consommateur, soit il peut y avoir un intermédiaire qui peut être un magasin, par exemple, une grande surface, un magasin de producteurs, un cuisinier de restauration collective. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit en circuit court n'est pas forcément un produit local. On peut être producteur dans son territoire et vendre en circuit court, en région parisienne ou partout ailleurs, du moment que cela reste de la vente directe ou avec un seul intermédiaire. Mais les circuits courts peuvent aussi être des circuits de proximité. On va avoir la notion de circuit court auquel on va ajouter la notion de proximité. Lorsqu'il y a moins d'intermédiaires et qui restent sur le territoire, ça prend la forme du marché à la ferme, du marché local, du magasin de producteurs qui est dans la ville d'à côté. Donc avec des notions de distance qui sont de l'ordre aux alentours entre 50 et 80 km. Moins pour les légumes. Par contre, lorsqu'on vend de la viande, par exemple, il y a d'autres intermédiaires qui sont inhérents à la filière, comme un abattoir ou un atelier de transformation, qui peuvent être un petit peu plus éloignés. Donc, d'où l'idée d'amener un rayon, en fait, autour du lieu de production de l'ordre de 80 km. Et pour compliquer le tout, un produit qui vient d'un circuit court, c'est pas non plus un produit qui dépend d'un signe officiel de qualité. Effectivement, un circuit court n'est pas forcément associé à un signe de qualité officiel. Le label vient en complément, c'est-à-dire que le producteur va faire le choix d'adhérer à une charte, à des engagements. Ça pourra prendre la forme d'un label en agriculture biologique, en label rouge, diverses choses qu'il viendra appliquer ou apposer, on va dire, à la notion de circuit local de proximité. Le consommateur, lorsqu'il veut acheter en circuit court, quelles sont ses solutions ? S'adresser à des lieux qui vont permettre, on va dire, de discuter directement avec le producteur, vont entrer dans les discussions, les méthodes de production, d'élevage, le bien-être animal, s'il y a signe de qualité ou pas. C'est vraiment l'échange direct qui fait qu'on éclaircit, qui se cache derrière le produit. À Bressuire, c'est au Plaisir Fermier que nous avons rendez-vous. Ce magasin a été ouvert par des producteurs en 2019. Lydie Rangard nous accueille et nous explique l'esprit du magasin. Il faut s'imaginer que c'est un toit où on va réunir tous les producteurs locaux. Donc on va aussi bien avoir de la boucherie, donc de la viande bovine, de l'agneau, du veau, de la volaille, mais également l'épicerie, la farine, notre producteur de la ronde, mais également tout ce qui est fruits et légumes, le fromage. Avec des fromages, on a la chance d'avoir des très bons fromages de chèvre dans les Deux-Sèvres. Rentrez dans le magasin, à l'entrée du magasin, vous avez déjà un très beau panneau avec le trombinoscope de tous les producteurs. Où est-ce qu'ils sont situés en Deux-Sèvres et leur production. Ça représente combien de producteurs et comment ça marche, du coup, ce magasin ? Ça représente environ 60-70 producteurs. Le magasin réceptionne les produits. Les produits restent la propriété du producteur jusqu'au moment de l'achat. Jusqu'au moment de l'achat du consommateur. Et ensuite, sur ce prix de vente est prélevée une commission qui couvre les frais du magasin, donc aussi bien le salariat que les prêts, l'électricité, l'eau, et le producteur récupère le prix de sa vente. C'est lui qui fixe le prix qu'il souhaite récupérer de son produit. L'objectif de ce magasin, c'est que le producteur soit rémunéré à la juste valeur de son travail.
Lydie Rangeard est elle-même agricultrice, avec un élevage de vaches charolaises sur la commune de La Ronde. Nous nous sommes lancés dans la vente directe en 2005. Je travaillais moi-même à l'extérieur et l'idée était de créer un emploi sur l'exploitation. Donc on s'est lancé dans la vente directe. Au départ, c'était uniquement de la vente à la caissette. Ensuite, nous avons développé en allant plus vers l'extérieur, en faisant des marchés. Et ensuite, on a créé un collectif avec d'autres producteurs locaux pour approvisionner la RHD, la restauration hors domicile, que ce soit aussi bien des cantines, mais ça peut être aussi des maisons de retraite. Et puis est arrivé le projet du plaisir fermier qui est ouvert maintenant depuis juin 2019. Toute votre production, vous, en tant qu'éleveuse bovine, est distribuée dans ce magasin ou est-ce que vous avez d'autres solutions de distribution ? Tout ne part pas en vente directe. On a quand même gardé plusieurs circuits, bien que notre principal circuit, à l'heure d'aujourd'hui, ça reste les circuits courts. Avant de parler de freins ou de limites, il y a des points qui les stimulent à aller vers le circuit court pour les producteurs. Il y a le goût pour le lien social, c'est-à-dire de montrer aux consommateurs la manière de produire ce produit, toutes les valeurs que le producteur peut y mettre dedans. Il y a aussi la partie, on va dire, créatrice d'emplois locaux, c'est-à-dire que le producteur est effectivement producteur, parfois il est transformateur et il est vendeur. Donc, il y a une organisation temporelle, spatiale à trouver. L'idée aussi, c'est que pour le producteur, c'est un enjeu de création de valeur ajoutée qui reste sur la ferme parce qu'il y a peu, voire pas d'intermédiaires. Donc là, on parle de prix, de la rémunération. La rémunération du producteur, exactement. Le prix fixé par le producteur en fonction de ses charges, de ses coûts de revient réels. Et puis, ça a aussi un enjeu pour certains de consolider les ventes, c'est-à-dire c'est un débouché complémentaire parfois à une filière plus longue. Au sein de la vente directe, il peut y avoir, ou en circuit court, il peut y avoir différents types de débouchés, donc différents types de clientèle. Donc c'est aussi une forme de pérennité, de durabilité en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que la vente en circuit court, c'est pas la seule solution, mais ça fait partie de tout un éventail de solutions. Exactement. Les enjeux, ils sont pour tout le monde. Ils sont pour tout le monde. Alors, ils sont pour le producteur, pour pouvoir vivre de son métier, savoir pourquoi le matin il se lève. Il se lève le matin parce qu'il sait qu'il va donner du plaisir au consommateur, parce qu'il va apporter un produit de qualité au consommateur. Ça, c'est quelque chose de très important pour le producteur. Mais c'est également un enjeu pour les consommateurs. Quand on se lance dans les circuits courts, c'est pour faire un produit de qualité. On a toujours notre cuisinier de la cuisine centrale de Bressuire qui nous le fait remarquer. Sur un produit producteur, vous allez avoir un produit de qualité, la viande, elle ne va pas fondre. Et le premier échange que j'avais eu à l'époque, où ils commandaient 150, 160 kilos de bourguignon, pour le même nombre d'enfants aujourd'hui, ils en commandent 120. Je trouve que c'est éloquent. Donc, on nous parle souvent de coût, mais au-delà le coût, il faut regarder ce qui reste dans l'assiette. À 1 kilomètre à peine du magasin Plaisir Fermier, toujours à Bressuire, il y a le campus des Sicaudières. Ce lycée agricole et professionnel est bien placé pour parler circuit court, parce qu'il possède sa propre ferme d'application. Certains produits alimentent directement le restaurant scolaire du campus, qui a aussi fait le choix de travailler avec des producteurs locaux. Dans la cuisine collective des Sicaudières, nous avons rencontré Élodie Mollard et Pascal Gilbert. Est-ce que c'est compliqué de s'approvisionner en produits ? Non, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Après, il faut respecter le budget. On a un budget qui est de la globale dans l'année. Après, on est bien servi dans le coin avec les fromages, entre le fromage de chèvre, les yaourts, et ben ici, la viande, tout ça. Donc non, c'est pas si compliqué. Il faut juste savoir, connaître les gens, les fournisseurs. Qu'est-ce que ça change, ces produits en circuit court, au niveau du travail ? Ah ben, le goût, la qualité de la viande, c'est agréable à travailler. Ça se voit, parce qu'on fait attention au gaspillage, et du coup... ça se voit complètement parce qu'il y a moins de gaspillage, tout. Enfin, les élèves, à chaque fois, ils sont contents. Et puis, ce qui est bien aussi à travailler des genres de produits comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter trop de choses derrière. Quelques carottes, quelques pour aromatiser. Mais la viande a déjà son goût bien prononcé, donc ça aide beaucoup.
Alors c'est vrai que les circuits courts et bio sont un peu plus chers. Après, c'est des démarches qu'on fait au sein de l'établissement. C'est des choix qui sont faits depuis des années. Et donc, il faut se positionner à un certain moment de l'année par rapport à eux, leur production. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Les menus, on doit les préparer longtemps à l'avance pour pouvoir les contacter, leur dire est-ce que à tel moment, telle période, je pourrais avoir tel style de viande ou tel style de volaille, et si c'est possible pour eux. Parce qu'un poulet, ça grossit pas en 30 minutes. Il faut quelques mois. Et donc nos menus doivent être préparés longtemps à l'avance pour pouvoir se positionner. Ça vous demande quand même une certaine organisation. Oui, alors au début, c'est un peu dur parce que c'est une nouvelle démarche. Et c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, parce qu'on a plutôt tendance à commander à des fournisseurs, des grossistes qui nous répondent de semaine en semaine. Parce que là, c'est une démarche qui demande de la réflexion, de la préparation et de l'investissement personnel envers eux et nous, et une coordination entre le moment eux ils décident d'achat de la matière première, c'est-à-dire de la volaille ou tout ça, et nous, à quel moment on peut le recevoir, et c'est là qu'on doit être tous synchro. C'est une nouvelle façon de travailler la viande. C'est-à-dire qu'on va essayer aujourd'hui de pas à la cuisson de pas lui donner un coup de violence, c'est-à-dire qu'on va la cuire à plus basse température pour avoir le moins de pertes possible. Donc c'est aussi une nouvelle approche de travail, une nouvelle façon de travailler qui nous change. Parce qu'on a été habitué à faire d'une certaine façon. Et au bout de 30 ans de pratique, aujourd'hui, je change ma pratique de cuisine, et qui n'est pas facile du premier jour, parce que quand on vous l'explique comme ça, c'est pas évident. Et quand on vous montre lors d'une formation, vous dites « Ah oui, c'est pas si bête ». Et en fait, je peux aussi gagner du temps. Parce qu'il y a des choses qu'on peut éviter de faire, et c'est un gain de temps. Au final, vous vous y retrouvez. Ouais. Parce que les morceaux ils sont moins durs, ils sont plus c'est de la viande qui s'attendrit à la cuisson, c'est aussi moins de pertes. Parce que quand vous mettez un rôti de porc, 1 kg de rôti de porc à 180 degrés, et vous en perdez pratiquement au minimum 30%. Alors que si vous faites une basse température, par contre c'est beaucoup plus long en cuisson. Ça va demander, au lieu d'une heure et demie, 2 heures, ça va vous demander presque 6 heures de cuisson. Et ça, c'est de l'organisation interne après en cuisine. Et on constate qu'on perd environ 15%. Donc on peut aussi diminuer la quantité d'achat pour pouvoir avoir moins de produits en fin de service. Est-ce que chez vous, pour la cuisine de tous les jours, vous arrivez à travailler avec des produits en circuit court ? Après, c'est une volonté personnelle. Ça, c'est encore une autre démarche. C'est les budgets familiaux, c'est pas forcément les budgets lycéens. Effectivement, la dernière crise sanitaire 2020, notamment particulièrement au moment du confinement, ça a été très fort. Il y a eu une demande de la consommation forte vers la vente directe. Pour certaines productions, ça n'a pas été durable. C'est-à-dire quand les consommateurs, certains en tout cas, une partie, sont retournés vers leurs pratiques d'achat précédentes. Et il y a des études qui sont menées actuellement pour savoir pourquoi. La question du pouvoir d'achat, ça a été une question soulevée, effectivement, c'est-à-dire que la capacité à acheter des produits en local et de qualité est possible à partir du moment où on a le temps de les cuisiner. Et le confinement a été l'occasion pour des gens d'avoir le temps de cuisiner. Et la reprise en fait du travail a grignoté ce temps. L'autre question, ça a été de se dire aussi que le fait d'acheter directement vers les producteurs, que ce soit dans des marchés de plein vent, directement au sein des fermes, c'est du temps, de l'anticipation, qui viennent en plus en fait de pratiques d'achat qui étaient existantes en fait avant la crise. Donc on voit bien que l'optimisation du temps pour les consommateurs est importante pour aussi changer leurs pratiques d'achat. Et puisque l'on parle consommation, direction le supermarché. Selon l'INSEE, Institut national de la statistique, plus de la moitié des Français font leurs courses alimentaires en grande surface. En 2020, nous étions plus de 60% à y acheter des produits alimentaires. À Mauléon, Franck Coupry nous explique la relation entre sa grande surface et les circuits courts. Je suis
Franck Coupry. Vous êtes actuellement au Super U de Mauléon, dans le nord-nord des Deux-Sèvres, à quelques kilomètres de la frontière vendéenne et du Maine-et-Loire, à côté de Cholet. Un magasin de environ 3000 m² de surface de vente qui emploie 85 collaborateurs. Et je travaille avec mon épouse dans une entreprise familiale. Familiale parce que mes parents étaient à l'initiative du monde dans lequel je travaille aujourd'hui. Ils ont commencé très petit. Mon papa a commencé à vendre dans les villages, dans un camion. Et puis voilà, ensuite la supérette, puis le supermarché. Puis voilà, un deuxième supermarché et un troisième, puisqu'on travaille en famille. J'ai mes 2 sœurs qui travaillent avec moi dans 2 supermarchés voisins. Et donc, depuis maintenant 20 ans, je travaille avec mon épouse. Alors ici, nous sommes dans une grande surface. Est-ce qu'on trouve des produits en circuit court ? Pour nous, c'est une évidence. Oui, heureusement, on trouve des produits en circuit court. Et puis, c'est pas qu'une posture. C'est vrai depuis toujours. Nos acteurs, nos producteurs locaux sont essentiels pour nos rayons parce qu'on est amené à les côtoyer. Nos collaborateurs peuvent être amenés à les connaître. On fait les commandes avec eux. Ils viennent nous livrer. Et donc, ça donne pas qu'une identité, mais une différenciation justement par rapport à d'autres magasins, peut-être d'autres enseignes avec une culture différente. Et donc pour se démarquer, on se démarque pas avec du Coca-Cola, pas avec des produits de grandes marques, parce qu'on les a tous plus ou moins au même prix. Avoir des produits locaux, régionaux, comme on les appelle, et bien en effet ça nous donne une différenciation. Et puis en plus ça fait travailler l'économie locale, donc c'est plutôt bien. Justement, qu'est-ce que c'est que pour vous un circuit court ? C'est vrai que cette définition, moi, elle peut m'interroger parce que j'avais cru voir qu'un produit local pouvait aller jusqu'à, je crois, 100 et quelques kilomètres. Donc c'est vrai que c'est derrière ces définitions jusqu'où on va. Nous, on dit qu'on a les produits régionaux qui sont de la région, donc voilà, du Poitou-Charentes, et puis pour moi des départements limitrophes, parce que pour moi un produit vendéen, c'est aussi un produit local, un produit le vin d'Anjou que je peux avoir, qui va être peut-être à 25 km de chez moi, ça reste un produit local, même s'il n'est pas du Poitou-Charentes. Donc le produit local, pour moi, il est à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres du magasin, et puis après il y a les produits régionaux, qui sont aussi des produits locaux, mais un peu plus éloignés du magasin, et qu'un produit qui va être basé à Cognac par exemple, certes il sera dans la région, c'est bien, mais c'est sûr qu'il est un petit peu plus loin de mon magasin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le système d'approvisionnement des grandes et moyennes surfaces et les difficultés d'avoir recours aux producteurs en circuit court ? C'est vrai que ce débat logistique, il a existé, il existe encore parce qu'il est complexe, je pense, pour nous et aussi bien sûr pour les producteurs. On a des entrepôts logistiques assez nombreux dans la région ouest où notre enseigne, en produits frais, en produits secs. Donc les produits secs, c'est les produits qui sont à température ambiante. Et nos fournisseurs locaux peuvent être amenés soit à passer par notre coopérative, donc à livrer nos entrepôts qui ensuite va venir nous livrer, soit nous livrer directement. Et dans le cas, chaque mode de livraison a ses avantages et ses inconvénients. Aller livrer une centrale, on massifie forcément, donc on va peut-être faire qu'une seule livraison, mais c'est aussi dans certains cas des contraintes justement de respecter des horaires, des rendez-vous, un mode de passage de commande via des process spécifiques informatiques, là où avec un fournisseur très local, on peut encore rester au téléphone, et puis ça se fait comme ça un peu au papier, au crayon, mais le fournisseur, dans ces cas-là, il vient livrer ses magasins avec sa camionnette, faire sa tournée, et on sait qu'aujourd'hui la main d'œuvre c'est pas toujours évident, et peut-être que dans certains cas il serait mieux à produire ou à donner à s'occuper de ses animaux, donc c'est vrai que c'est des choix à faire pour eux et pour nous, donc on essaye de les orienter vers la meilleure solution pour qu'ils s'y retrouvent. Et la question du prix ? Il n'y a pas de problème, on peut l'aborder, la situation du prix. Nous, au niveau de l'enseigne, ce qu'on dit, c'est que voilà, il faut être exigeant avec les produits de grandes marques, les multinationales, parce qu'ils sont bien plus gros que nous. Et puis, en effet, il ne faut pas qu'on se laisse faire. On n'est pas les plus gros du circuit de distribution en France. Donc, quand on discute avec les Nestlé, les Procter & Gamble, les Danone et tout ça, oui, c'est sûr qu'il faut avoir des arguments dans la négociation.
quand on est avec un fournisseur local, c'est radicalement différent parce qu'évidemment on est là à son écoute. On n'est pas forcément dans un box de négo dans une centrale d'achat, mais on peut juste être comme on l'est aujourd'hui dans mon bureau. Et puis j'ai envie de dire globalement son produit, son prix est le nôtre parce que voilà, c'est lui qui définit son prix. On n'est pas là pour lui tordre le cou. On est en revanche là pour l'orienter ou le mettre en garde sur son prix s'il est décalé par rapport à un prix de marché. Donc le prix de marché, c'est pas forcément, c'est pas le produit premier prix, c'est pas le prix de la marque propre, c'est peut-être même pas le produit de la marque nationale, c'est peut-être en effet un prix supérieur. Mais à mes vigilances, parce qu'un produit élevé, ok, avec une rentabilité peut-être élevée pour les différentes parties, mais si le produit se vend pas, au final, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on voit à peu près 10 000 clients par semaine, et que dans nos 10 000 clients, certes, il y a ceux qui ont les moyens, qui ont des convictions, et puis d'autres qui, malheureusement, le fait de remplir la voiture de carburant, ça peut être plus compliqué, les fins de mois peuvent être délicates, donc nous, on doit répondre à tout ce panel de clients. On n'est pas non plus dans un magasin de producteurs, donc tout à l'heure je parlais des grandes marques, et bien les gens viennent aussi chez nous pour les grandes marques, et donc le fameux tout sous le même toit, c'est le concept, on va dire, historique. Si je suis consommateur et que je m'engageais dans une démarche d'achat de produits en circuit court, quelle serait la première chose qu'il faudrait que je fasse ? Par où je commence ? Le conseil, ça va être d'acheter des produits de saison qui sont plutôt normalement bien placés en prix, plutôt que d'acheter des produits qui sont décalés dans le calendrier. Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. Il y a certainement déjà à aller poser des questions, que ce soit à la mairie de ma commune, que ce soit auprès de structures associatives comme le CIVAM. Sur Internet, on peut trouver aussi beaucoup d'informations. Donc, il y a différentes sources à aller questionner. Il faut être curieux. Après, le bouche à oreille fonctionne aussi, c'est-à-dire questionner son voisinage, ses amis. Tous les niveaux, les circuits courts sont créateurs de liens sociaux. Tous les niveaux, exactement. C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt!